Voyons maintenant le cycle de vie d'un code source Java jusqu'à son déploiement et son exécution sur une machine, en l'occurrence même dans une machine virtuelle. Donc, j'écris mon code Java comme dans beaucoup de langages, dans un fichier texte. Tout à fait. L'extension standard, c'est Point .java. Java. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Normalement, ce fichier, c'est l'UTF-8. Ça, peut-être qu'on peut le dire. Ouais. En principe, c'est censé être de l'UTF-8. Disons que l'intérêt d'utiliser l'UTF-8, c'est que c'est plus portable. C'est plus portable, ça permet de mettre des accents, etc., notamment dans les chaînes de caractères. Ce code Java, on va le compiler. On va voir l'utilitaire qui permet de le compiler dans un instant. Et qu'est-ce que ça donne quand on l'a compilé? Un fichier binaire particulier. Donc un autre fichier. Un deuxième fichier. Qui porte l'extension Point classe. .class. Et qu'est-ce que ce fichier binaire contient? Il contient quelque chose qui s'appelle du bytecode. C'est en fait un langage intermédiaire qui ne correspond à aucun processeur, mais qui va pouvoir être ensuite après exécuté via quelque chose qu'on appelle une machine virtuelle sur les différents OS sur lesquels on va vouloir exécuter le code. D'accord. Et donc la dernière étape, je vais faire fonctionner ce truc. Alors là, je vais juste dessiner un grand rectangle dans ce qu'on appelle une JVM, c'est-à-dire une Java Virtual Machine. Java Virtual Machine, en bon français, Machine virtuelle Java. machine virtuelle Java. Qu'est-ce que j'ai dans cette machine virtuelle Java, en fait, si je fais le bilan? Alors, en fait, la machine virtuelle Java, c'est vraiment un process qui est dédié sur chaque OS. Donc, on va retrouver une machine virtuelle pour Windows, une machine virtuelle pour Linux, une pour Mac et sur les différentes plateformes qui sont supportées. Et en fait, elle va lire le fichier .class ou les fichiers .class parce que généralement, on a quand même quelques-uns. En général, on a quelques-uns. Et elle va aussi s'appuyer sur un ensemble de bibliothèques standards qui sont aussi des .class, qui sont aussi issus de la compilation. Donc on a tout un ensemble de librairies d'API standards qui nous sont fournis et qui vont être utilisées par la machine virtuelle. Et on va s'appuyer sur ces API dans notre code Java pour écrire le code. Ok. Ce qui veut dire qu'à la différence du C, là, il manque une étape, qui est l'étape de linkage, Oui, d'édition de liens. en Java, on n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin parce que effectivement, c'est la machine virtuelle qui va se charger de charger les points classes utiles et nécessaires à l'exécution au moment où elle en a besoin. Et c'est aussi ça qui permet d'assurer la portabilité du code. Donc c'est quelque chose d'assez magique. Ce compilateur est commun à toutes les machines et à toutes les distributions. Le point classe qui est ici, le fichier binaire, est le même quelle que soit la machine sur laquelle je veux l'exécuter. Ce qui varie, c'est justement cette installation de JVM qui, elle, est propre à l'OS et à la machine sur laquelle je m'exécute. Si je veux faire le lien avec ce qu'on a dit tout à l'heure entre le JDK et le JRE, est-ce que tu peux nous souligner les éléments qui sont fournis par le JDK et ceux qui sont fournis par le JRE? Alors, on avait dit que le JDK, c'était l'environnement de développement. Tout à Donc, fait. évidemment, le compilateur, on va le trouver dans le JDK. Ok. Et on avait dit le JRE, l'environnement d'exécution, on va y trouver la JVM. D'accord. Donc en fait, quand je télécharge le JDK, à l'intérieur de cette distribution, j'ai également un JRE qui contient la JVM. Oui, tout à fait. Puisque quand on va avoir besoin de compiler en local, on va pouvoir probablement tester son code, donc on devra l'exécuter. Donc effectivement, quand on a un JDK, on a inclus dans le JDK un JRE. Ok. Et quand je télécharge le JRE, je n'ai pas le compilateur. Non, tu n'as pas Ça, tous c'est les très clair. outils utiles au développement. Très bien, tout est clair.